Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Public Sénat pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Nicolas Hulot veut en finir avec les voitures diesel comme essence d'ici à 2040. C'est une des annonces du plan climat présenté ce matin par le ministre de la Transition écologique. Objectif, défendre l'accord de Paris après le retrait des États-Unis. Le détail dans cette édition. Une centaine de personnes signalées pour radicalisation pourraient détenir légalement une arme. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, l'a affirmé hier devant la commission des lois du Sénat. Vous l'entendrez dans un instant. Première séance de questions d'actualité au gouvernement. Après le discours d'Édouard Philippe au Sénat, c'est au tour des ministres de faire leur premier pas à la Haute Assemblée et de répondre aux interpellations des sénateurs. Le direct dans 15 minutes à présent. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tamtra Nui et Mickaël Zamès en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais à l'instant, première séance de questions d'actualité au gouvernement à 15h. Le Premier ministre Édouard Philippe est arrivé. Il était au micro de Mickaël Zamès il y a quelques instants. On l'écoute tout de suite. Donc avec le Premier ministre, première question d'actualité au Sénat pour vous, Monsieur le Premier ministre. Vous leur avez parlé hier. Est-ce que vous sentez une différence entre le climat de l'Assemblée et celui du Sénat ? Les deux chambres qui composent le Parlement sont différentes. Elles sont également importantes, également respectables, également exigeantes aussi avec le gouvernement, et c'est bien naturel. Mais elles ont des différences d'habitude, de travail, de composition, de ton aussi. Ici, on est exigeant, mais la parole est souvent plus maîtrisée et l'ambiance moins électrique, ce qui n'empêche pas les discussions vives. Donc voilà, il y a les deux styles, les deux genres, et j'aborde les questions au gouvernement exactement dans le même état d'esprit que celui qui était le mien hier à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire concentré et serein. Concentré, serein, avec un respect de l'opposition, ça on imagine bien évidemment, une opposition qui va vous entendre et qui va vous attendre surtout sur des discussions budgétaires et notamment sur ce qui a été décidé peut-être avec le ministre en charge du budget, Gérald Darmanin. C'est pour quand ces décisions sur le budget et peut-être ce tour de vis attendu ? On vit dans un monde où tout le monde aimerait que dès lors qu'elles sont évoquées, les décisions soient annoncées. En vérité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut commencer à faire des cadrages, on peut commencer à donner des principes, à avancer des directions, et puis ensuite, le travail, et notamment le travail parlementaire, se fait. Le travail de cadrage par le gouvernement qui va préparer son budget 2018, et puis ensuite, la discussion parlementaire qui permet d'affiner et qui nous permettra à la fin de l'année de voter aussi bien la loi de finances pour l'année 2018, comme c'est naturel, mais aussi un projet de loi de finances de programmation pour plusieurs années qui permettra d'indiquer très clairement dans un texte à valeur législative la trajectoire et les évolutions fiscales au fur et à mesure qu'elles s'effectueront. Et il y aura des économies à faire quand même. Bien sûr, je l'ai dit, je ne cherche pas non seulement à le cacher, mais en plus je veux l'assumer. Il y aura en vérité un exercice de maîtrise des dépenses publiques. Il faut se fixer comme objectif qu'en 2018, les dépenses publiques seront stables. Il n'y aura pas plus de dépenses en 2018 qu'il n'y en a eu en 2017. Ça a l'air très simple de le formuler comme ça. En vérité, c'est un exercice de maîtrise des dépenses que la France n'a jamais réalisé. Jamais. La richesse nationale augmentera, et donc la part des dépenses dans la richesse nationale diminuera. Une question de règle de 3. Mais il faut se fixer comme objectif que les dépenses publiques n'augmentent pas et restent stables en 2018 par rapport à 2017. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais aller répondre aux questions des sénateurs, parce qu'ils m'ont oui, c'est l'heure. Je vous disais tout à vous et rien à eux. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Voilà pour cette première réaction d'Édouard Philippe au micro de Mickaël Zamès. Alors je vous le disais en titre, c'est un plan qui se veut particulièrement ambitieux pour le climat, décliné en 6 grands thèmes, articulé autour de 23 axes, dont la fin des véhicules essence et diesel. Nicolas Hulot veut marquer les esprits et permettre à la France de conserver son leadership en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Héloïse Grégoire avec Marie Brémaud. 6 grandes thématiques, 23 axes pour le quinquennat à venir. Mais Nicolas Hulot veut surtout penser à long terme. Et notre responsabilité ici, c'est de faire en sorte que ce sujet prime sur tous les autres. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, le ministre veut s'attaquer aux énergies fossiles. D'ici 2022, toutes les centrales à charbon en France, qui représentent encore 5% de la production d'énergie, seront fermées. Concernant la mobilité, l'une des mesures phares de ce plan climat, c'est l'arrêt des ventes des voitures essence et diesel à horizon 2040.
Et d'ici là, pour renouveler le parc automobile français, les foyers les plus modestes pourront percevoir une prime de transition. Le but, remplacer les véhicules les plus polluants par des véhicules plus écologiques. Autre grand objectif, éradiquer la précarité énergétique en 10 ans. Toutes ces initiatives s'accompagneront de mesures fiscales incitatives et dissuasives. Un plan climat ambitieux. La transition énergétique serait-elle vraiment devenue une priorité ? Réponse au moment des arbitrages budgétaires. Nicolas Hulot saura alors s'il est plus qu'une caution écolo pour Emmanuel Macron. Et on va demander à Hervé Maurey, le président de la Commission du développement durable ici au Sénat, ce qu'il pense de ce plan climat. Il est à vos côtés, Mickaël. Exactement, Delphine. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, des annonces et de ce plan climat de la part de Nicolas Hulot? Beaucoup d'annonces, pas beaucoup de chiffres pour étayer tout ça. D'abord, je regrette que le Sénat n'ait pas été du tout associé à cette conférence de presse et à cette réunion. Dans le passé, on était au moins informés, là ça n'a pas été le cas. Sur les annonces, effectivement, c'est bien d'avoir des objectifs ambitieux, comme de prévoir qu'il n'y aura plus de véhicules diesel ou essence à horizon 2040. Mais ensuite, il faut être en capacité d'atteindre ces objectifs. Sur ce sujet, par exemple, on sait très bien qu'il y a un problème aujourd'hui d'autonomie des véhicules électriques. Donc ça nécessite de faire des gros progrès en matière d'évolution des technologies en matière industrielle. Ça nécessite aussi de prendre des mesures qui incitent les usagers à changer leurs habitudes. Donc, au-delà des objectifs, après, il faut voir comment on met en place des mesures qui permettent d'atteindre ces objectifs. Donc, il y a des mesures incitatives, notamment pour les véhicules électriques, des primes. Est-ce suffisant pour convaincre les Français d'arrêter les voitures essence, d'arrêter les voitures diesel, surtout, car on sait que c'est assez populaire? La question sur les véhicules électriques, c'est avant tout la question de l'autonomie. On sait très bien qu'aujourd'hui... Du coup, l'autonomie et le coût. Sur le coût, tout dépend des incitations qui seront réellement mises en place, parce que là encore, les choses ne sont pas très claires et très calées, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les véhicules électriques sont chers, sont beaucoup plus chers que les véhicules thermiques. Et sur la question de l'autonomie, c'est aussi fondamental, parce qu'encore une fois, quand on ne peut avoir une autonomie que de 200 km, on n'est pas en situation de dire on va totalement remplacer les véhicules thermiques. Si je dois résumer un petit peu, un vaste plan d'annonces, mais qui ne sont pas suivis des faits et des résultats escomptés pour vous, en tout cas d'ici à la fin du quinquennat? Il faut attendre pour voir si on met en face de ces objectifs ambitieux les moyens de les atteindre. Aujourd'hui, on n'a aucune assurance sur ce point. Et vous allez donc auditionner le ministre de l'écologie la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Absolument, Nicolas Hulot sera devant notre commission la semaine prochaine et on lui demandera justement de préciser ses annonces et de voir dans quelle mesure on peut avoir non seulement des annonces, mais ensuite des mesures concrètes pour atteindre les objectifs qu'il fixe et auxquels on souscrit naturellement. Merci beaucoup Hervé Maurey. On suivra évidemment en direct cette audition de Nicolas Hulot sur notre antenne. À tout à l'heure, Delphine. Merci Mickaël. Il y aurait une centaine de personnes fichées pour radicalisation et légalement en possession d'armes, selon Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Il l'a affirmé hier au Sénat, une affirmation qui pose question alors qu'Adam Jaziri, mort dans un attentat raté sur les Champs-Élysées, possédait lui aussi légalement plusieurs armes. Samia Dechir. Le 19 juin dernier, un homme fonce dans un fourgon de police sur les Champs-Élysées. On découvrira plus tard que l'auteur de cet attentat raté avait une autorisation de détention et de transport d'armes alors qu'il faisait l'objet d'une fiche S. Alerté, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de recenser toutes les personnes fichées pour radicalisation et susceptibles de détenir légalement une arme. Nous en avons repéré une centaine et donc les préfets sont en train d'agir pour faire en sorte que l'on revienne à un état normal. Les victimes d'attentats dénoncent un grave dysfonctionnement connu de longue date. Ce qui est grave, c'est que c'est une situation qui dure depuis très longtemps. Depuis, je dirais même 2002, puisqu'il y avait dans la tuerie de Nanterre une personne qui était détentrice de port d'armes. Et depuis, on n'a pas revu cette politique. En France, les autorisations de port d'armes sont délivrées par les préfectures. Leurs agents vérifient par exemple le casier judiciaire des demandeurs, mais ils n'ont pas directement accès au fichier S. Il faut en faire la demande au service de police. La vérification n'est donc pas systématique. Il semblerait que les contrôles systématiques par rapport aux personnes fichées ne soient pas faits. Donc ça doit rentrer dans le cadre effectivement de l'élaboration de cette nouvelle loi antiterroriste pour éviter que ce genre de dysfonctionnement où il n'y a pas de contrôle systématique puisse être fait dorénavant. Le projet de loi renforçant la lutte antiterroriste ne mentionne pas pour l'instant la question du port d'armes.
Il sera examiné au Sénat le 18 juillet. Tout de suite, salle des conférences, puisque Michaël Zamès, vous êtes avec Christophe Castaner, c'est le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, c'est à vous. Oui, pour les premières questions d'actualité au Sénat, comment est-ce que vous les abordez? Est-ce que ce sera le même climat qu'à l'Assemblée selon vous? Oui, on a vu hier une vraie sérénité, mais évidemment avec de nouveaux députés, alors qu'ici il y a de l'expérience, il y a de la sagesse, mais il y a surtout effectivement des femmes et des hommes, des sénateurs, qui ont un rapport différent avec les questions d'actualité. On n'est pas forcément dans le bruit et la fureur de l'Assemblée nationale, on est dans la sagesse, tant mieux. Il y a une nouveauté aussi depuis l'année dernière, ce sont les fameux droits de réplique. C'est-à-dire que le sénateur peut s'expliquer après la réponse du ministre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être généralisé un petit peu partout, peut-être à l'Assemblée nationale également? Écoutez, je sais que le bureau de l'Assemblée nationale en a parlé. Et évidemment, ce n'est pas au gouvernement de solliciter, de soumettre, mais si vous me demandez mon avis personnel, je trouve que c'est une bonne méthode, c'est une bonne façon. Il faut éviter d'avoir un exercice trop imposé, trop figé. Je trouve que ce droit de réponse permet justement de sortir de ce cadre. Il y a peu, on parlait beaucoup de Sénat bashing. On n'est plus du tout sur ce terrain-là aujourd'hui. Vous avez besoin de ce bicamérisme pour pouvoir faire voter les lois aujourd'hui? Vous savez, je disais hier, en montrant comment il y a une complémentarité entre le discours du président de la République au Congrès et le discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée puis au Sénat, que la Ve République était de retour. Et donc dans l'esprit de la Ve République, le bicamérisme est un des piliers, un des socles de notre action. Et donc évidemment, nous devons favoriser cela. Et je pense qu'il y a une complémentarité dans le processus législatif, avec une sagesse et un enthousiasme différents dans les deux assemblées. Je pense que c'est nécessaire au bon équilibre. Mais en même temps, il faut oser réformer les méthodes. Et le Sénat a montré ces 3 dernières années aussi, sous l'autorité du président Larcher, la capacité à faire changer un certain nombre de méthodes. Peut-être qu'on peut réfléchir à travailler plus, voire même à élaborer la loi en commission et pas forcément dans l'hémicycle. Ça fait partie des questions auxquelles chaque chambre doit réfléchir. On va écouter ça attentivement pour les questions d'actualité. Merci Christophe Castaner d'avoir répondu en direct à nos questions, Delphine. Merci beaucoup Michaël pour toutes ces réactions en direct. C'est lundi que débute en séance au Sénat l'examen du projet de loi pour établir la confiance dans l'action publique. Le Sénat l'a modifié en commission et pourrait bien vouloir laver plus blanc que blanc. Samia Dechir. Le Sénat pose ses garde-fous au projet de loi pour la confiance dans l'action publique. Le texte du gouvernement prévoit la suppression de la réserve parlementaire. La commission des lois propose de la remplacer par une dotation de soutien exclusivement réservée aux communes. Elle pourrait prétendre à une aide de 20 000 € maximum. Les projets seraient sélectionnés sur la base de 6 critères d'éligibilité, parmi une liste rendue publique. Depuis 3 ans, les dotations des communes, des départements et des régions ont baissé, tenez-vous bien, de 9,4 milliards d'euros. La réserve parlementaire, c'est 147 millions. Et si cette possibilité de soutien financier n'est pas créée, alors ce sera au préjudice de communes rurales et de leurs groupements qui souffrent déjà terriblement de l'assèchement des financements publics. Parmi les autres dispositions du texte, le Sénat ne revient pas sur l'interdiction des emplois familiaux, mais propose d'aider au départ des collaborateurs concernés en allongeant le délai de licenciement à 5 mois contre 2 dans le projet gouvernemental et en créant un dispositif personnalisé de retour à l'emploi des collaborateurs licenciés. Concernant la transparence des indemnités de frais de mandat des parlementaires, les sénateurs acceptent le principe des justificatifs pour leurs dépenses. Mais la commission des lois estime qu'il est difficile pour les sénateurs d'avancer tous leurs frais avant d'être remboursés. Elle propose donc de laisser au bureau de chaque assemblée la possibilité de définir les règles. Cela permettrait de pouvoir bénéficier d'avances sur certains frais. Et puis cette image, celle de la rencontre, première rencontre entre Gérard Larcher, le président du Sénat, et son homologue à l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui vient d'être élu au perchoir. Vous le voyez sur ces images proposées par nos confrères de LCP, Assemblée nationale. On va tout de suite retrouver Tam Tranui, puisque les questions d'actualité, cette première séance, vont débuter dans moins d'1 minute. À présent, Tam, eh bien, quels sont les thèmes sur lesquels les sénateurs vont interpeller les membres du gouvernement? Écoutez, ces premières questions d'actualité au gouvernement d'Édouard Philippe au Sénat vont avoir une forte coloration budgétaire, comme cela avait déjà été le cas hier lors du débat et de la déclaration du Premier ministre. Alors notez qu'il va y avoir une question de
Bernard Delcros pour le groupe UC, qui va notamment poser une question sur la fiscalité locale et bien sûr la réforme de la taxe d'habitation, une réforme qui prévoit de la supprimer pour 80% des ménages d'ici à la fin du quinquennat, une réforme qui fait énormément parler ici au Sénat, qui inquiète beaucoup les sénateurs et les élus locaux. Notez que c'est la présidente du groupe communiste, Éliane Assassi, qui va, elle, adresser sa question au Premier ministre et qui va ouvrir le débat avec une question sur la réduction des dépenses publiques et les collectivités. Une question adressée à Édouard Philippe, qui d'ailleurs a déclaré cette semaine vouloir en finir, je le cite, avec l'addiction des dépenses publiques. Plus globalement, eh bien, le rapporteur général du budget, Albéric de Montgolfier, sénateur Les Républicains, posera lui une question sur la politique budgétaire après le rapport assassin de la Cour des comptes. La droite d'ailleurs a reproché hier à Édouard Philippe de faire semblant de découvrir cette situation budgétaire alors que la droite avait dénoncé l'insincérité du projet de loi de finances 2017. La séance est reprise. Merci beaucoup, Tam. Tout de suite, direction l'hémicycle où vous venez de l'entendre, Gérard Larcher ouvre la séance. Les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise sur France 3 avec un tout petit léger différé pour Concurrence Tour de France, Public Sénat et sur le site internet du Sénat et Facebook. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun d'entre vous à observer au cours de nos échanges une de nos valeurs essentielles, le respect des uns et des autres. Et dans ce respect, il y a aussi le respect du temps pour permettre à chaque collègue de bénéficier de la diffusion de sa question et de la réponse. Et immédiatement, la parole est à Madame la Présidente, Éliane Assassi, pour le groupe communiste, républicain et citoyen pour 2 minutes 30. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. À lire et relire votre discours et celui de Monsieur Macron, aucun renouveau donc, mais une continuité frappante avec les politiques d'austérité de vos prédécesseurs. Votre dogme demeure le même, votre addiction demeure la même. Face à la crise économique profonde, au renforcement terrible des inégalités, face au chômage de masse, vous n'avez donc qu'une réponse, réduire les dépenses publiques et brider les salaires. Hier au Sénat, Monsieur le Premier ministre, vous avez affirmé votre attachement au service public. Mais soyons sérieux. Vous savez très bien que la réduction de la dépense publique aura pour première victime le service public. Vous avez tranquillement annoncé une organisation du territoire à la carte en proposant d'aller vers une réduction des échelons territoriaux. Qui est visé? Nous le savons, la commune et le département au profit des intercommunalités et des métropoles. Pouvez-vous nous dire le contraire? Communes et départements sont pourtant les clés de voûte du modèle social français, clés de voûte du service public. Allez-vous les asphyxier? Vous souhaitez ramener le déficit de la France sur les 3%, critère qui n'intéresse que la Commission européenne et les marchés financiers dès cette année. Pouvez-vous nous annoncer clairement, sans détour, la méthode que vous utiliserez? Allez-vous privatiser massivement, comme le demande votre ministre Bruno Le Maire? Allez-vous poursuivre la ponction des collectivités territoriales, alors que le renouveau, c'était de prendre le chemin du redressement du service public? Monsieur le Premier ministre, vous sembliez découvrir la lune à la lecture du rapport prétexte de la Cour des comptes. La ficelle est grosse. Votre objectif, symbolisé par la casse du Code du travail, c'est contraindre les salariés et les plus défavorisés à porter seuls le vivre ensemble. Or, vous n'avez rien dit sur les immenses richesses combles. Vous annoncez la baisse de l'ISF. Ne croyez-vous pas nécessaire que les fortunés participent au redressement de l'économie? Ne croyez-vous pas urgent, moral, décent de mettre un terme à la scandaleuse évasion fiscale, 80 milliards par an, dont bénéficient les privilégiés de notre pays? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous m'interrogez sur la baisse des dépenses publiques et sur d'autres sujets. J'essaie de vous répondre, Madame la Présidente, en précisant, je crois l'avoir fait hier, mais je suis tout à fait disposé à le refaire aujourd'hui, en précisant, avec les mots les plus précis possibles, que notre objectif n'est pas, contrairement à ce que vous avez indiqué, de baisser la dépense publique. Notre objectif est de maîtriser la dépense publique. Et j'ai dit hier, je crois en des termes clairs, que notre objectif pour l'année 2018 était de faire en sorte que la dépense en volume hors inflation
soit stable en 2018 par rapport à 2017. Comme la richesse nationale augmentera, le poids de la dépense publique dans la richesse nationale baissera. Mais le montant et le volume de la dépense publique, lui, n'a pas vocation à diminuer, il a vocation à rester stable. Je le dis parce que ça n'est pas simplement jouer sur les mots, c'est au contraire dire exactement les choses. De même, et pardonnez cette incise, vous dites que j'aurais présenté hier au Sénat un plan consistant à mettre au carré, à la carte comme vous dites, les collectivités territoriales. Pardon, Madame la Présidente, mais j'ai dit l'inverse. J'ai dit qu'il appartiendrait aux collectivités territoriales, sur la base du volontariat, de voir dans quelle mesure elles pouvaient s'organiser pour qu'en dessous du niveau régional, on tende, partout où c'est possible, partout où les collectivités le souhaitent, à 2 niveaux et 2 niveaux. Ça ne veut pas dire choisir pour elles, ça veut dire leur laisser le choix de s'organiser. C'est très différent. Et dans cet appel à la liberté, je peux concevoir qu'il y ait quelque chose qui vous surprenne, mais ça ne devrait pas vous surprendre. Car c'est justement le sens d'un très grand nombre de décisions que nous allons prendre au sein du gouvernement, laisser aux collectivités territoriales la liberté. Nous l'avons fait, et le ministre de l'Éducation aura peut-être le soin de le préciser, pour la question des rythmes scolaires. Nous laissons aux communes le soin de choisir, donc de faire usage de leur liberté, et je suis convaincu que nous faisons bien en la matière. Alors un mot pour vous dire que notre objectif, c'est bien la maîtrise des dépenses publiques, c'est bien d'éviter leurs dérives, pas simplement pour satisfaire Bruxelles, comme vous dites, parce que depuis 40 ans, nous ne le faisons pas. Et que ça n'est jamais grave une fois, ça n'est pas non plus grave d'ailleurs 2 fois en vérité, mais au bout de 40 ans, nous avons accumulé une dette publique de plus de près de 2200 milliards d'euros. Et le problème, c'est qu'à la fin, il va falloir y faire face. C'est qu'à la fin, quelqu'un va payer. Alors, pas tout de suite, bien entendu. Mais il faudra que nous puissions faire face à nos obligations de remboursement, ne serait-ce que parce que si nous voulons continuer à emprunter, ce que nous continuerons à faire, il faut que nous ayons la crédibilité de rembourser. Que se passerait-il, Madame, si nous laissions Madame la Présidente, si nous laissions les dépenses publiques continuer à s'accroître et les déficits affiler, que se passerait-il si demain les taux d'intérêt augmentaient? Et pouvez-vous, ici, prétendre que jamais ils ne monteront? Bien sûr que non. Un jour, ils remonteront. Et ce jour-là, ça pourra faire mal. C'est la raison pour laquelle nous entendons maîtriser cette dépense et la maîtriser strictement, non pas la diminuer, mais la maîtriser. Pardon pour cette réponse un peu longue, mais je voulais être bien précis sur les termes. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente. Oui, merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre réponse, mais permettez-moi d'avancer 2 idées pour une politique nouvelle. Les entreprises du CAC 40 ont, comme le titre le journal Les Échos de ce matin, un trésor de guerre de 186 milliards d'euros puisés dedans. Et ensuite, renationaliser les autoroutes bien publiques, cela remplira très vite les caisses. Merci, Madame la Présidente. La parole est à notre collègue Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes au total. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, 2247 êtres humains sont morts ou disparus dans la mer Méditerranée depuis le 1er janvier dernier, victimes des passeurs et de leurs bateaux de la mort. La mer Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert et si le rythme reste le même, il y aura 5000 morts en une seule année. Il y a eu une réunion des ministres de l'Intérieur, d'Italie, de France et d'Allemagne. Les ministres de France et d'Allemagne ont assuré leurs collègues italiens de leur solidarité résolue. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous demander comment concrètement serait mise en œuvre cette solidarité résolue. Cela ne peut pas continuer ainsi. Nous savons que la réponse est européenne. Qu'entendez-vous faire pour accroître les moyens de Frontex, pour que l'on fasse en sorte que les bateaux ne partent pas, bien sûr avec le concours des États, mais lorsqu'il y a un État, je pense à la Libye, quelles dispositions pouvons-nous, devons-nous prendre d'urgence? Toujours sur cette question de l'immigration,
je voulais vous demander plus largement la philosophie de votre politique en lien avec les associations qui mettent en œuvre souvent des actions très utiles. Et aussi, puisqu'il est question de raccourcir les délais pour statuer sur le droit d'asile. C'est une très bonne chose que de faire cela. Dans quel délai et quels seront les moyens précis que vous allez affecter pour aller plus loin, parce que les délais ont déjà été raccourcis au cours des dernières années. Il faut le dire, si l'on peut aller plus loin, c'est nécessaire. Je vous remercie. Pour répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, M. Christophe Castaner. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Sueur, la crise migratoire profonde que connaissent les pays européens a changé de dimension. Vous l'avez dit dans votre question. Si hier, beaucoup de réfugiés irako-syriens passaient par la route des Balkans, aujourd'hui, du fait des accords entre la Turquie et l'Union européenne, les choses ont changé. Et l'effondrement de l'État que vous avez évoqué en Libye explique que depuis quelques années, nous connaissons un afflux massif et très important de migrants économiques aussi et de réfugiés qui cherchent à gagner les côtes européennes. Et le pays le plus touché, évidemment, est l'Italie. L'Italie a déjà accueilli près de 200 000 personnes, 200 000 migrants sur son territoire et vient de subir un véritable pic puisque près de 85 000 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l'année. Sur les 3 derniers jours de la semaine dernière, ce sont 12 000 personnes qui sont arrivées sur ces côtes. Et donc c'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur, qui est au banc actuellement à l'Assemblée nationale et qui ne pouvait être présent pour vous répondre, a rencontré en urgence son homologue allemand et son homologue italien. Et à cette occasion, il a pu, et c'est nécessaire, rappeler la solidarité de la France. Évidemment, notre volonté de renforcer notre action pour faire en sorte que nous puissions tarir les flux migratoires illicites et mieux gérer humainement les arrivées en Italie. De manière très pragmatique, les ministres se sont entendus sur les points suivants. L'Italie doit travailler d'abord avec les ONG opérant en Méditerranée centrale à l'élaboration d'un code de bonne conduite. Nous allons demander à ce que soit renforcé le soutien aux gardes-côtes libyens avec un appui financier massif et direct de l'Union européenne. Nous proposerons un soutien conditionnel à l'Organisation mondiale des migrations et au Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés pour développer des infrastructures en Libye qui sont nécessaires aujourd'hui. Plus de 100 000 hommes attendent à la frontière libyenne. Nous demanderons un contrôle renforcé aux frontières de la Libye. Enfin, nous proposerons le renforcement de la stratégie de l'Union européenne concernant les retours. Je crois qu'il est nécessaire aussi, et vous l'avez dit, que la France prenne ses responsabilités. Et donc nous demanderons que la France s'engage pleinement dans le dispositif européen de relocalisation au sein de l'Union européenne. Et dans les jours qui viennent, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre auront l'occasion de présenter un plan de refonte profonde de l'instruction du droit d'asile pour pouvoir accélérer le traitement humain de celles et ceux qui sont en France. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Bernard Delcros pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Et je veux revenir, Monsieur le ministre, sur la question de la taxe d'habitation. Le Premier ministre a hier encore dit qu'il s'agissait d'un impôt injuste. Et je partage ce point de vue, tout le monde le sait. Et j'ajouterai un impôt qui pénalise les territoires ruraux à faible densité de population, qui sont souvent d'ailleurs les plus fragiles. Il a confirmé la suppression de cet impôt pour 80% des ménages au cours du quinquennat, conformément aux engagements qui ont été pris par le Président de la République devant les Français. Je sais que les avis sont partagés sur cette question, mais je veux le dire sans détour, je suis personnellement favorable à cette mesure qui allègera les charges qui pèsent sur les ménages, notamment les plus modestes. Mais le Premier ministre a aussi rappelé avec force, et je n'en doute pas avec sincérité, que les collectivités doivent rester, je reprends ces termes, libres et fortes pour être en capacité d'exercer pleinement leurs compétences. Évidemment, nous partageons cette analyse, cet objectif, mais les élus locaux ont besoin d'être rassurés sur les moyens d'y parvenir. Sur le terrain, ils sont inquiets. Pourquoi? C'est tout simple. C'est parce qu'ils n'oublient pas les nombreuses exonérations décidées par les gouvernements successifs, toutes tendances confondues, qui, au fil du temps, se sont toujours, sans aucune exception, traduite par une baisse des recettes des collectivités. Alors, Monsieur le ministre, j'ai 3 questions simples et précises. Première question,
Comment comptez-vous concilier cette mesure avec le respect du principe de l'autonomie financière des collectivités, qui est un principe fondamental de la décentralisation? Deuxième question. Quelles dispositions concrètes comptez-vous prendre pour garantir durablement aux communes et aux intercommunalités une recette dynamique dont elles ont besoin précisément pour exercer pleinement leurs compétences? Enfin, selon quel agenda envisagez-vous de mettre en œuvre cette réforme? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Vous avez la parole pour 2 minutes maximum, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Delcros, merci pour votre question. Merci aussi pour les interrogations qui permettront, je le pense, de dire en moins bien ce que le Premier ministre a dit hier, évidemment, puisque vous êtes d'accord avec nous sur le fait que cette taxe d'habitation, elle est injuste. Elle est injuste pour les particuliers qui la payent, géographiquement, parce qu'elle permet effectivement de malheureusement créer une injustice entre les territoires ruraux, vous l'avez dit, mais aussi les villes les plus pauvres et les villes dites les plus aisées, en tout cas qui ont plus de recettes fiscales. C'est injuste aussi socialement, parce qu'elle pèse pour les plus pauvres d'entre nous qui payent la taxe d'habitation. Et elle est aussi compliquée à comprendre parce qu'elle est désuète, parce que les valeurs locatives n'ont pas été améliorées depuis les années 70. Elle est injuste aussi pour les collectivités locales. Et ça devrait vous rassurer, monsieur le sénateur, d'avoir comme Premier ministre un maire, le maire du Havre, et d'avoir peut-être comme maire, comme ministre des Comptes publics, un ancien maire, qui connaît ces difficultés sociales et ces difficultés de recettes. Je prends l'exemple de ma commune, que je connais bien. À Tourcoing, 16% des recettes viennent de la taxe d'habitation. Et la ville d'à côté, Mouveau, que je respecte et dont je salue les habitants, c'est 43%. Alors que nous sommes exactement dans la même condition géographique. Évidemment, c'est inacceptable. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, qui est déjà un constat important, il faut que nous considérions le calendrier. Vous l'avez dit, et ce calendrier, Monsieur le Premier ministre l'a dit, c'est la fameuse conférence des territoires, le 17 juillet. Et moi, j'encourage la représentation nationale, avec les associations d'élus, de travailler de concert avec Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires et moi-même, à travailler sur cette question de calendrier. Deuxièmement, oui, il y aura autonomie fiscale et oui, il y aura autonomie de la part des collectivités. Même si on a vu que dans d'autres pays, il pouvait y avoir décentralisation sans autonomie fiscale, c'est le cas de l'Allemagne, nous n'allons pas vers ce chemin-là, il y aura autonomie des collectivités. Et troisièmement, oui, il y aura dynamique, parce qu'il ne faut pas non plus empêcher les communes de pouvoir construire des logements, proposer du logement social, comme on a pu empêcher parfois avec la taxe professionnelle pour les entreprises. Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant à monsieur Albéric de Montgolfier pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général. Salut. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, l'audit de la Cour des comptes vient de montrer l'ampleur du déficit public. Il faut dire la vérité, malheureusement, les constats qui ont été dressés par la Cour ne sont pas une surprise. Ils ne sont pas une surprise pour le gouvernement et ils ne sont certainement pas une surprise pour le Sénat, puisque je vous rappelle qu'il y a désormais près de 8 mois, lors de l'examen du PLF pour 2017, non, nous ne l'avions peut-être pas examiné, mais nous avions refusé précisément d'examiner le budget en raison des éléments d'insincérité qu'il comportait. En raison des éléments d'insincérité qu'il était. Et à l'époque, nous avions pointé, ça vous gêne sans doute, mais nous avions pointé les éléments d'insincérité, nous avions pointé un déficit à 3,2%. 3,2%, c'est précisément le chiffre que vient de retenir la Cour des comptes. Alors, le Sénat, à l'époque, c'est vrai, n'avait pas été entendu. Aujourd'hui, malheureusement, le constat de la Cour des comptes est sans appel et des mesures de redressement fortes doivent être prises. Et il est donc temps d'écouter le Sénat. Car, il faut le rappeler, ça déplaît sans doute à des collègues, depuis 2014, nous avons fait nombre de propositions de nature à redresser les finances publiques. Et aucune de ces propositions n'a été retenue. Qu'en est-il resté après l'examen par l'Assemblée nationale? Presque rien. Concernant la masse salariale de l'État, le Premier ministre en a parlé hier. Nous avions par exemple proposé d'augmenter la durée du travail et de rétablir les jours de carence. Concernant les matières fiscales, nous avions proposé des mesures pour simplifier, pour moderniser notre système fiscal. Nous avons également fait des propositions pour améliorer le recouvrement de l'impôt à l'heure du numérique. Nous avons fait des propositions pour supprimer le prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu et le remplacer par un système qui n'embête pas les entreprises et qui soit plus moderne et efficace. Et nous avons fait plus récemment des propositions tout simplement pour le Brexit, notamment avec la suppression de la taxe sur les salaires, du moins de la tranche supérieure de la taxe sur les salaires. Bref, le Sénat n'a pas cessé de travailler et de proposer des mesures concrètes et crédibles.
Le constat est malheureusement sans appel. Il n'a pas été entendu. Et aujourd'hui, le dérapage des finances publiques confirme les craintes du Sénat exprimées à l'automne. Notre tort n'est-il finalement pas d'avoir eu raison trop tôt? Ma question est donc très simple, Monsieur le Ministre. Allez-vous, ce gouvernement, compte-t-il enfin entendre le Sénat? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes publics, qui vous a entendu. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, oui. Je savais que je serais populaire, Monsieur le Premier ministre, avec une telle facilité. Dire à Monsieur le rapporteur général que sa question nous permet de faire un point sur effectivement l'audit que la Cour des comptes a rendu et qui aujourd'hui, si vous me permettez la correction, Monsieur le rapporteur général, ne prévoit pas 3,2% de déficit, mais 3,4%. Puisque les magistrats de la Cour évoquent 3,2% de déficit à partir du principe que nous allons faire 4 milliards d'économies. Nous n'avons pas encore commencé à faire, mais le gouvernement y travaille évidemment dans le cœur de cet été. Il faut donc 5 milliards d'économies pour atteindre la barre des 3%, c'est-à-dire pour respecter la parole de la France. Et je pense que chaque patriote ici souhaite que nous respections la parole de la France, qui n'a pas été respectée depuis 2008, il y a eu la crise économique, et un budget en déséquilibre depuis 1974. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce rapport de la Cour des comptes? En conséquence, et cet après-midi, nous avons les états généraux des comptes de la nation. Monsieur le rapporteur général, je sais que vous serez présent et je vous en remercie. Qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on constate qu'on a 57% de dépenses publiques, lorsqu'on a un déficit effectivement qui file, que chaque seconde qui parle, c'est 2400 € de plus de déficit, que la dette, c'est quasiment 100% du PIB, 2200 milliards, et que le taux de prélèvement obligatoire, c'est 44,4% d'impôts et de taxes? Eh bien, il faut s'attaquer à ce que Monsieur le Premier ministre a évoqué comme une addiction, la dépense publique. Il faut limiter, puis diminuer cette dépense publique. Le Premier ministre a, hier, dans son discours, été tout à fait conforme, et vous n'en doutez pas un seul instant, aux promesses du Président de la République. Nous diminuerons la dépense publique, parce que moins de dépenses publiques, c'est moins de déficit c'est moins de dette, et moins de dette, c'est moins d'impôts. Moins d'impôts, c'est plus d'entreprises qui créent de la richesse. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Il a 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, vous accédez à une fonction qui fut à 2 reprises occupée par une grande dame à laquelle nous avons rendu hommage hier. Je sais qu'elle sera pour vous un exemple et un guide dans cette charge qui est aujourd'hui la vôtre. Lors de la déclaration de politique générale, Monsieur le Premier ministre a annoncé que vous préparez, je cite, pour le mois de septembre prochain, un plan de lutte contre les déserts médicaux en bonne intelligence avec les collectivités territoriales et les acteurs du monde de la santé. Je ne peux que m'en réjouir, car si l'on regarde les chiffres publiés par l'Ordre des médecins, le nombre de médecins en France n'a jamais été aussi élevé, alors que la désertification médicale n'a cessé d'augmenter pendant la dernière décennie, aussi bien pour les généralistes que pour les spécialistes. Et les divers plans n'ont malheureusement pas permis d'endiguer ce phénomène. Maintenir une offre de soins de qualité égale sur l'ensemble de notre territoire est aujourd'hui une nécessité. Proximité doit rimer avec qualité, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il vous faut, pour cela, renouer le dialogue avec l'ensemble des professionnels de la santé, profondément déçus par votre prédécesseur. Garantir l'accès aux soins implique également que vous vous penchiez sur le problème de la pénurie de certains médicaments. L'arrêt de la commercialisation de molécules anciennes, pourtant efficaces, est un réel problème pour les malades qui ne peuvent plus bénéficier de traitements appropriés. La directrice des recommandations et du médicament à l'Institut national du cancer dénonce d'ailleurs un phénomène dont l'ampleur est inquiétante en termes d'accès aux médicaments essentiels. Aussi, Madame la Ministre, ma question est simple. Sur ces différents dossiers, quelles seront vos réponses concrètes à ces problèmes cruciaux pour l'avenir de notre système de santé? Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn, vous répond. Elle a 2 minutes 30 maximum. Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Requier, je vous remercie pour cette question. Vous l'avez remarqué, la désertification médicale a été affichée comme l'une de mes priorités depuis mon arrivée dans ce ministère et je remercie Monsieur le Premier ministre de m'avoir demandé un plan d'urgence que je dois lui remettre en septembre prochain. Beaucoup de choses ont été faites par mes prédécesseurs, mais clairement, cela n'a pas répondu à la diminution de la démographie des professionnels, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, et qui risque de s'aggraver dans les années qui viennent, au moins dans les 10 ans qui viennent. Il est donc nécessaire d'utiliser toutes les bonnes volontés sur les territoires, mêlant effectivement les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les professionnels de santé qui s'engagent à mes côtés pour répondre à ces besoins légitimes des Français. Les Français sont inquiets, les maires sont inquiets, les médecins sont inquiets, ne peuvent pas partir à la retraite. J'ai entendu cet appel. Aujourd'hui, je propose plusieurs solutions. Il n'y a pas une seule solution. Elles doivent être diversifiées, elles doivent être adaptées au territoire. Il y a évidemment la formation de maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est une des solutions, mais ce n'est pas la seule. Nous développerons la télémédecine en libérant les énergies, en facilitant le financement. Nous permettrons également des pratiques avancées de professionnels paramédicaux. Nous souhaitons libérer également l'exercice pluriel issu des hôpitaux, que les professionnels de santé hospitaliers puissent en délégation, aller couvrir un territoire de santé désertifié pendant 1 ou 2 journées de leur exercice. De la même façon, j'ai d'ores et déjà commencé à discuter avec les grands syndicats médicaux pour que les professionnels libéraux des territoires s'engagent également à mes côtés sur cette responsabilité territoriale. Vous le voyez, la démarche est en cours. Nous produirons un plan qui visera la coordination de tous les acteurs impliqués en concertation, en co-construction. Je souhaite que cela puisse répondre aux besoins des territoires. Par ailleurs, il y aura également un financement dédié dans le PLFSS de façon à libérer ces possibilités d'exercice et d'organisation innovantes. Sur les médicaments, bien entendu, vous connaissez ma vigilance sur l'aspect des médicaments anticancéreux, puisque c'est de cela dont vous parlez. Et je travaillerai évidemment avec les professionnels impliqués, notamment l'industrie du médicament, pour couvrir les besoins. Je vous remercie, messieurs. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Requier, pour 26 secondes. Et sans remonter au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Socrate, qui disait que le bien le plus précieux pour l'homme, c'est la santé, je dirais que ce problème des déserts médicaux interpelle beaucoup les territoires ruraux et certains territoires urbains, et que quand il y a des urgences, on a besoin de médecins et de professionnels de santé. Donc je réaffirme ici ce cri, ce qui remonte de nos campagnes et de beaucoup de nos territoires. Merci. La parole est à notre collègue Georges Patient. Pour le groupe La République En Marche, il a 2 minutes 30. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, depuis le mois de mars, la Guyane est en révolution. Terme bien approprié à la situation, aisément perceptible par le président de la République, puisque révolution est le titre de son ouvrage de référence. Durant tout le mois d'avril en particulier, les Guyanais, excédés par l'absence de réponse aux demandes sans cesse formulées par leurs élus dans les domaines les plus vitaux, ont pris la rue, comme l'on dit chez nous, érigeant des barrages dans tout le pays, bloquant toute activité, y compris celle du centre spatial, principal point de crispation de la contestation. La fameuse phrase de François Mitterrand « Comment pouvons-nous continuer à lancer des fusées sur fond de bidonville ?» encore d'actualité, étant constamment reprise par les manifestants. Le principal centre hospitalier du pays a lui aussi connu, oui, une grève et qui a duré 75 jours. Bref, une situation quasi apocalyptique dans un territoire français. En réponse à ce mouvement de contestation générale, s'appuyant sur des revendications légitimes, en notre qualité de citoyen français à part entière, le gouvernement a signé le 21 avril l'accord de Guyane qui se décline pour l'État en un plan d'urgence d'un montant de 1,86 milliard d'euros et une demande supplémentaire de 2,7 milliards avec engagement pour l'État d'un examen prioritaire sans délai pour sa programmation et sa mise en place. Le président de la République a confirmé à plusieurs reprises son intention de mettre en œuvre l'ensemble de l'accord qui a été publié au journal officiel. Fort de ces assurances, les Guyanais se sont armés de patience
Mais depuis l'audit de la Cour des comptes, qui nous apprend à notre plus grand étonnement que la mise en place de l'accord de Guyane devrait prendre plus de temps que prévu initialement, et depuis le discours de politique générale du Premier ministre, qui n'en fait aucunement mention, des questions se posent quant au respect des engagements pris. Madame la ministre, le temps des élections étant clos, doit à présent venir absolument celui de la concrétisation. Le climat social, toujours dégradé et tendu, vous l'impose. Pas plus tard qu'hier, ont démarré 2 nouveaux mouvements de grève annoncés illimités dans 2 entreprises de la place, dont l'une est sous-traitante du centre spatial et l'autre tout simplement l'unique port de Guyane. Aussi, Madame la Ministre, rassurez-nous vite en nous apportant des précisions sur le calendrier précis de mise en place de tous les engagements pris. Et surtout, ne nous renvoyez pas pour ces engagements aux assises des Outre-mer. Les Guyanais, toujours très déterminés, ne l'accepteront pas, j'en suis certain. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Outre-mer, Madame Annick Girardin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Georges Patient, tous ici, nous avons bien sûr en mémoire l'important mouvement social qu'a connu la Guyane au printemps dernier. Alors oui, nous sommes et nous avons entendu cette forte légitimité et ce message que les citoyens guyanais nous ont envoyé. Et cette demande d'accompagnement, de soutien, de mobilisation du gouvernement. Vous attendez des réponses fortes, concrètes, rapides. Elles seront là. Et je veux ici confirmer, comme l'a fait le président de la République, la force de l'engagement du président, mais aussi de tout ce gouvernement. Et puis d'ailleurs, dès mon arrivée, sous l'autorité du Premier ministre, avec ma collègue ministre de la Santé, nous avons répondu à une des attentes que vous aviez, c'est-à-dire déléguer en urgence 20 millions d'euros à l'hôpital de Cayenne et apportant ainsi une réponse qui n'avait pas été apportée, puisque vous le dites vous-même, ça faisait plus de 70 jours qu'il y avait un mouvement de grève. Alors, monsieur le sénateur, le gouvernement va honorer sa parole et va respecter la signature de l'État, que formalise effectivement l'accord d'avril 2017. C'est 250 mesures, certaines bien sûr urgentes, et puis d'autres qui seront des réponses à plus long terme, comme surtout les territoires. Il y aura 2 niveaux de réponse. Alors, il est urgent aussi, très rapidement, de réunir, et c'est ce que je vais faire mardi, le 11 juillet prochain, le comité national de suivi des accords de Guyane, afin de faire un point précis sur l'avancement de toutes ces mesures. Et puis j'ai souhaité ensuite que nous puissions nous voir, les 4 parlementaires, le président de région, mais aussi le représentant des maires, pour évoquer ensemble la future méthode pour répondre aux attentes des citoyens de Guyane, la future méthode pour travailler ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir apporter de véritables réponses à la Guyane et préparer également son avenir. Alors, le gouvernement parle aussi à tout le monde et nous avons souhaité recevoir également, bien sûr, des représentants du collectif. Monsieur le sénateur, nous travaillons en responsabilité, en transparence, et nous le ferons avec vous. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Jacques Bernard Magnier pour le groupe socialiste et républicain. Il a 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je souhaite vous interroger sur les nouvelles dispositions et les moyens affectés à la prochaine rentrée scolaire. Par le décret du 27 juin, vous permettez aux communes qui le souhaitent de revenir à la semaine de 4 jours. Et pourtant, devant le Congrès, Monsieur le Président de la République a affirmé qu'il fallait évaluer avant de réformer. Et justement, le groupe de travail sénatorial sur la réforme des rythmes scolaires vient de recommander de ne pas revenir à la semaine de 4 jours. Comme les nombreuses études des chronobiologistes, nos collègues sénateurs font part d'une évaluation largement positive sur le plan des apprentissages, démontrant ainsi l'efficience de 5 vraies matinées de classe hebdomadaires plutôt que 4. Et puis, ne pensez-vous pas qu'il est contre-productif de changer le fonctionnement de nos écoles tous les 5 ans, au gré des alternances politiques? Enfin,
pouvez-vous nous garantir que les dotations de l'État seront maintenues pour les communes qui conservent une organisation du temps scolaire plus propice aux apprentissages et des activités périscolaires intégrées? L'inscription budgétaire de la dotation sera-t-elle maintenue dans son intégralité, ce qui permettra de mieux soutenir le volontarisme des communes qui continueront de privilégier l'intérêt de l'enfant plutôt que l'austérité budgétaire? Par ailleurs, vous avez promis le dédoublement des classes de CP en REP+, soit 12 élèves par classe au maximum. Allez-vous affecter un budget supplémentaire à cet engagement afin de ne pas réduire les moyens dévolus au dispositif plus de maîtres que de classes, qui lui aussi a été évalué très positivement? Et comment soutiendrez-vous les communes qui devront investir pour s'adapter matériellement? Enfin, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que les nouvelles mesures prendront bien en compte la mixité sociale scolaire, facteur d'égalité pour les enfants de l'école de la République? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacques-Bernard Magner, merci pour cette question qui me donne l'occasion de parler de cette rentrée. En commençant peut-être par la deuxième partie de votre question et en allant ensuite vers la première, parce que la deuxième partie de votre question est la plus importante. Le dédoublement des classes de cours préparatoires en réseau d'éducation prioritaire renforcé est probablement l'une des meilleures nouvelles qui soit arrivée à l'école primaire depuis très longtemps. Et je voudrais que, quelles que soient les questions que l'on se pose, on ne sous-estime pas l'importance de cette mesure. Elle est la pointe avancée d'une politique voulue par le Président de la République et le Premier ministre pour l'école primaire. L'école primaire est clairement notre priorité. Ce que nous voulons, c'est que tous les enfants sortent de l'école primaire en sachant lire, écrire, compter et respecter autrui. Pour cela, il faut attaquer les inégalités et les difficultés à la racine, c'est-à-dire à l'âge le plus jeune, c'est-à-dire à l'école maternelle et aux cours préparatoires et au CE1. Et cette mesure très significative a été voulue par le Président, tout simplement parce que les études internationales nous montrent que c'est cela qui est le plus efficace. Nous ne l'avons pas fait pour d'autres raisons et nous ne voulons pas opposer les dispositifs les uns aux autres, mais au contraire agir en fonction des évaluations et de ce que la science nous dit. Et donc c'est évidemment une mesure emblématique qui, par ailleurs, est la pointe avancée d'une politique plus générale pour l'ensemble de l'école élémentaire et qui fera que nous atteindrons cet objectif dans le futur. S'agissant de la première partie de votre question sur les rythmes scolaires, nous avons ouvert une liberté. C'est un point essentiel et c'est ce qui caractérisera toutes nos politiques publiques. Il y a 5 ans, il aurait été souhaitable d'avoir cette philosophie, car on a voulu imposer d'un seul coup beaucoup de choses à tout le monde et de la même façon. C'est bien. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est garder ce qui va bien et modifier ce qui ne va pas bien. Garder ce qui va bien, c'est garder les fonctionnements là où il y a 4 jours et demi et où tout le monde est satisfait. Améliorer les choses là où ça ne va pas, c'est accompagner ceux qui voudront aller vers 4 jours et évidemment veiller à la qualité des activités périscolaires. Pour cela, le fonds de soutien continuera à exister l'année prochaine pour ce qui concerne les communes qui sont à 4 jours et demi, ce qui prouve d'ailleurs que je n'incite personne à passer à 4 jours, mais que nous sommes d'un pragmatisme d'airain sur cette question. Merci. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Christian Namy pour le groupe Union centriste. Vous avez la parole et pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Ma question s'adressait plutôt à Monsieur le ministre de l'Intérieur. La gestion des déchets nucléaires est un dossier d'intérêt national. La loi Bataille en a fixé les grandes orientations. Depuis maintenant 16 ans, l'ANDRA exploite un laboratoire souterrain implanté en Meuse à la limite de la Haute-Marne, à 500 mètres de profondeur, le Parlement ayant entériné le choix du stockage en couche géologique en 2006. En février 2017, j'avais interrogé votre prédécesseur afin de sensibiliser l'État aux difficultés du maintien de la sécurité des installations de l'ANDRA et aux agressions subies par les habitants et les élus locaux. Votre prédécesseur avait affirmé dans sa réponse, je cite, « L'autorité de l'État et les lois de la République seront respectées ». Aujourd'hui, à ce jour, la situation locale ne cesse de se dégrader, malgré l'engagement des forces de l'ordre à qui je rends hommage. Les menaces multiples, les dégradations et tout dernièrement encore, une tentative d'incendie d'un hôtel-restaurant par des individus cagoulés démontrent à l'évidence que les casseurs sont à l'œuvre. Cet état de fait est inacceptable et ne peut perdurer.
Je sais, Monsieur le ministre, que vous avez pris la décision d'installer de façon pérenne un bataillon de gendarmerie mobile sur le site de Bure. Je vous remercie de le confirmer devant la représentation nationale et je me permets de vous demander si vous comptez venir sur place afin de rassurer la population et les élus locaux. Cette situation est de plus en plus identique à celle de la ZAD de Nantes. À Bure, par contre, il s'agit surtout d'un dossier d'intérêt national. Il n'y a aucune raison que les populations locales en subissent les conséquences. Leur exaspération est à son comble. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Sénateur Namy, de votre question. Vous avez raison. Nous avons une responsabilité en France, celle de gérer au mieux nos déchets nucléaires. Et dans la Meuse, la contestation au projet Cigéo s'organise suivant des modes d'action que l'on pourrait qualifier de zadistes. Et vous avez donné un certain nombre d'exemples d'exactions qui ne sont pas acceptables. Très concrètement, un site est occupé illégalement et les opposants au projet disposent de 2 propriétés à proximité immédiate de ces lieux. Ces individus, en lien avec la mouvance arnaco-libertaire, mais également avec la mouvance dure antinucléaire allemande, tentent de déstabiliser de façon systématique le projet en conduisant pour certains des actions extrêmement violentes, et vous en avez évoqué quelques-unes. Je voudrais, au nom du ministre de l'Intérieur, réaffirmer que l'État met donc tout en œuvre afin d'assurer la protection des personnes et des biens et de maintenir l'ordre public. C'est indispensable pour les habitants comme pour le projet. À cet effet, un dispositif conséquent, vous l'avez dit, est mis en œuvre quotidiennement. Quotidiennement, sous l'autorité du préfet et des partenaires qui interviennent sur ce site, et les gendarmes mobiles ont été, vous l'avez dit, renforcés récemment. Ce dispositif fait aussi l'objet d'une réactivité forte et d'une montée en puissance au coup par coup, dès qu'il y a un rassemblement massif ou une tentative de trouble de l'ordre public. L'objectif de l'État est de garantir dès 2018 que les phases d'étude du sol et d'aménagement préalable qui seront suivies à compter de 2021 de la phase de construction. Dès lors que la totalité du processus administratif et juridique aura été clôturée et validée, tous les moyens nécessaires seront engagés pour assurer le déroulement normal des travaux, mais aussi pour assurer la garantie d'une vie sereine pour chacune et chacun des habitants. L'État ne tolérera aucune exaction. Les individus qui ne respectent pas la loi seront systématiquement poursuivis. Merci. Monsieur Namy. La parole est maintenant à Monsieur François Grosdidier pour le groupe Les Républicains. Et pour 2 minutes, Monsieur Grosdidier. Bien, merci Monsieur le Président. Ma question s'adressait au ministre de l'Intérieur qui n'est pas là, mais je la pose devant le Premier ministre que j'ai également saisi du dossier. La République garantit le droit de chacun à vivre selon le mode de vie de son choix, sédentaire ou non, et c'est juste. La loi oblige les collectivités locales, seules, c'est moins juste, à aménager les aires d'accueil et l'été, des aires de grand passage. Dans la pratique, les élus locaux n'ont que des devoirs et les gens du voyage que des droits. Les stationnements sauvages se multiplient, occasionnant gêne et souvent dégradation. Ces délits ne sont jamais poursuivis. Même lorsque les tribunaux ordonnent expulsion, l'État nous signifie souvent qu'il n'a pas, ou pas immédiatement, les forces de l'ordre nécessaires pour l'exécuter. Nos collègues Cyril Pellevat et Jean-Claude Carle le vivent en ce moment, en Haute-Savoie. En Moselle, le gouvernement a décidé d'organiser le rassemblement Vie et Lumière à Gros-Tanquin. Plus de 6 000 caravanes, 20 à 30 000 personnes. Il avait déjà eu lieu en 2015. L'État avait promis la parfaite tenue du rassemblement, 300 gendarmes, versement de caution, clôture, encadrement. Ouverts et sans préjugés, les élus du centre mosellan avaient joué le jeu. Ils n'ont pu que constater d'innombrables délits, outrages, violations de propriété, vols, entraves à la circulation, dégradation de biens publics et privés, sans réaction des forces de l'ordre et sans aucune suite judiciaire. Se sont ajoutées des atteintes à l'environnement en zone Natura 2000, pollution des eaux et des sols, braconnage, circulation illicite dans une zone sensible protégée par les directives oiseaux et habitat. Les élus mosellans refusent cette violation du droit national européen, même organisée par l'État. Ils ne le refusent pas par préjugé, mais par expérience. Je demande au ministre de les recevoir
Et je demande surtout au gouvernement de renoncer à ce projet qui est irresponsable dans ces conditions. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur François Grosdidier, vous avez raison d'évoquer la difficulté réelle que vivent les habitants qui sont à proximité de ces deux sites qui, chaque année, accueillent, du fait de l'association Vie et Lumière, deux grands rassemblements évangéliques au printemps et à la fin de l'été. Depuis 1988, l'État met chaque année à disposition de l'association un terrain susceptible d'accueillir ce grand rassemblement et vous avez donné quelques chiffres qui montrent l'ampleur de ce rassemblement. Il est effectivement nécessaire aujourd'hui d'avoir, pour accueillir dans de bonnes conditions, un terrain d'une très grande importance et vous savez que ce sont des bases militaires qui avaient été utilisées pour accueillir dans les meilleures conditions cette dimension-là. Il est nécessaire d'accompagner au quotidien au moment de l'événement, dans l'anticipation, puis au départ, un certain nombre de mobilisations de moyens de sécurité sont renforcés sur ce sujet-là. Et pour autant, au regard des cessions progressives par l'État de l'immobilier domanial de défense, le volume des terrains disponibles s'est amoindri. Et donc la tension est plus forte encore. Et évidemment, personne ici ne peut méconnaître les difficultés de ce type de rassemblement et ces difficultés qu'elles engendrent pour l'ensemble de la population, les chemins d'accès et diverses difficultés, notamment sur un site Natura 2000, et le ministre d'État était aussi attentif à votre propos. C'est la raison pour laquelle l'État sera une nouvelle fois pleinement mobilisé pour assurer la sécurité, pour faire en sorte que ce rassemblement se déroule dans les conditions les meilleures possibles. Mais au-delà, cette situation qui dure depuis 30 ans ne peut effectivement pas perdurer. Et le Premier ministre a donné des instructions claires sur ce sujet pour répondre de manière pérenne à ce besoin, d'éviter d'imposer à ce site les conséquences que vous dites, et aussi de réduire le coût pour l'État, parce que le coût pour l'État est particulièrement important. Le cabinet du Premier ministre a chargé la direction interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement de conduire au niveau interministériel un travail visant à identifier un site domaniable susceptible en France d'être cédé à la dite association. Cette dernière pourra ainsi organiser ces deux rassemblements annuels sur le site de Nevoy et le nouveau site cédé par l'État. Les premières échéances de ce travail interministériel ont été demandées par le Premier ministre pour qu'elles soient produites dès le mois d'octobre. Merci. La parole est maintenant à Madame Evelyne Lyonnais pour le groupe socialiste et républicain et pour 2 minutes. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. Madame la ministre, nous étions prévenus du processus et de sa rapidité via les ordonnances. Je souligne qu'une procédure accélérée sans ordonnance aurait permis un calendrier législatif à peine plus long que le vôtre. Nous aurions pu aussi nous retrouver avec pragmatisme sur certains objectifs comme l'ouverture des droits à l'assurance chômage pour les salariés démissionnaires ou les indépendants ou encore par principe sur l'instauration du chèque syndical. Ce constat fait, nous vous indiquons que le groupe socialiste et républicain sera particulièrement attentif et souhaiterait vous interroger sur quelques points. Quel sera l'élargissement des accords d'entreprise et leur périmètre d'action notamment? Quid des heures supplémentaires? Quid des conditions de travail et la durée du temps de travail? Sur la mise en place du contrat de projet étendu ou généralisé à toutes les branches, est-il sur la table aujourd'hui? Sur la fusion des instances représentatives du personnel, qui sont pourtant des lieux de dialogue social entre les représentants des salariés et ses dirigeants, quel rôle demain pour les RP et les DP? Quid des CHSCT? Nous serons également très vigilants, vous pouvez vous en assurer, sur les barèmes pour les licenciements abusifs, sur le référendum d'entreprise à l'initiative patronale et sur le champ d'application des licenciements économiques. Nous sommes et resterons très fermes aux contreparties. Que va devenir le CPA et le compte de pénibilité? Madame la ministre, présenterez-vous le contenu des négociations et des futures réformes lors du débat d'habilitation? Par cette question d'actualité, Madame la ministre, nous vous demandons donc un point d'étape sur vos rencontres avec les représentants syndicaux. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, merci de votre question qui est un peu en avance de quelques jours puisque j'aurai le plaisir, l'honneur de vous présenter prochainement le projet de loi d'habilitation
pour le renforcement du dialogue social. En même temps, comme vous l'avez dit, nous avons une concertation très intense avec les organisations patronales et syndicales. Nous avons choisi une méthode qui mixe démocratie politique et démocratie sociale. Et j'aurai le plaisir, lorsque je serai au Sénat, de pouvoir vous donner l'entièreté des conclusions de nos concertations, puisque nous aurons fini à cette date les concertations bilatérales avec l'ensemble des organisations. Mais c'est pour moi aussi l'occasion aujourd'hui de vous dire avec quelle approche nous abordons ce sujet. D'abord, la rénovation du modèle social français nous paraît extrêmement nécessaire. Elle a été aussi fortement dite à travers les élections par nos concitoyens. Et ça ne concerne pas que le Code du travail. C'est bien un ensemble qui concerne le Code du travail, la formation professionnelle et l'apprentissage avec lequel, avec le Parlement, avec les régions, nous aurons à revoir pour dynamiser l'ensemble du système un certain nombre de conditions. C'est l'assurance chômage pour en faire un filet de sécurité plus universel qui traverse les statuts et soutient les individus, pas que par leur statut. Et puis c'est le pouvoir d'achat et c'est le système de retraite que ma collègue ministre des Solidarités et de la Santé portera. Dans le cadre de cet ensemble, la réforme du Code du travail a pour but à la fois de libérer et protéger. Et peut-être, contrairement aux idées préconçues, il ne s'agit pas simplement de libérer les initiatives des entreprises et de protéger les salariés, mais j'oserais dire de libérer les initiatives des entreprises et des salariés et de protéger les salariés comme les entreprises. Pourquoi? Parce que l'insécurité juridique mine la capacité d'initiative de nos TPE-PME. Je rappelle que 55% des emplois du secteur privé en France sont dans des entreprises de moins de 50 salariés. Donc les entreprises aussi ont besoin de sécurité et elles ont besoin de liberté. Quant aux salariés, c'est de la même chose. Aujourd'hui, il y a des aspirations nouvelles. On est dans un monde qui évolue très vite, mondialisation, transformation numérique, jeune génération qui arrive avec des nouvelles attentes et ils souhaitent aussi avoir plus de liberté pour choisir leur destin, leur formation, leur avenir. Donc la démocratie sociale, ça sera une loi de décentralisation de la démocratie sociale, car c'est au plus près du terrain, dans la branche et l'entreprise, que nous aiderons entreprises et salariés à avoir confiance dans l'avenir. Merci de votre attention. Merci. La parole est maintenant à Madame Fabienne Keller pour le groupe Les Républicains et pour 2 minutes. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie, Madame la ministre du Travail. Voilà, chers collègues, plusieurs décennies que la France est malade d'un chômage de masse qui ne cesse d'étendre ses bras dans l'ensemble de nos villes, de nos villages et des campagnes de France. Ce chômage sème le doute, au pire la défiance, l'exaspération, le désespoir, notamment chez des milliers de jeunes qui n'arrivent pas à se construire un avenir. L'emploi, c'est beaucoup de choses, c'est bien sûr une rémunération, mais c'est aussi une dignité, une relation avec des collègues de travail, une communauté, un objectif partagé. C'est la chance pour beaucoup de maîtriser sa vie. Sur ce chantier fondamental du chômage, nous sommes très en retard sur nos partenaires européens et nous sommes très en retard par rapport aux attentes légitimes des Français. Je sais, Monsieur le Premier ministre, la préoccupation de tout votre gouvernement sur cette question de l'emploi. Et avec un grand nombre de collègues, je crois, je respecte et j'ai confiance dans votre choix des ordonnances pour mener les réformes courageuses sur le droit du travail, réformes tant attendues. Et pouvez-vous, en complément, en particulier vous, Monsieur le ministre de l'Économie, nous indiquer les axes stratégiques de votre politique que vous mènerez pour que les jeunes, pour que nos compatriotes ne soient plus laissés sur le bord du chemin de l'emploi? Comment entendez-vous recréer cette confiance qui manque tant aux chefs d'entreprise pour qu'ils embauchent à nouveau, qu'ils investissent, qu'ils se projettent sur le long terme? Et enfin, vous pardonnerez à l'Alsacienne que je suis de vous interroger sur la question plus particulièrement des territoires transfrontaliers, plus globalement des atouts spécifiques de nos territoires de la République. Comment allez-vous permettre de les rendre plus attractifs pour l'emploi? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Fabienne Keller, vous connaissez mon amour de l'Alsace, donc vous pouvez compter sur moi pour défendre l'Alsace et les territoires transfrontaliers.
Au-delà, mais tous les territoires, ne vous inquiétez pas. Vous avez raison de faire de l'emploi la priorité absolue, c'est celle du Premier ministre, c'est celle du Président de la République. Si nous avons échoué depuis trop longtemps, c'est pour une raison simple. Nous avons cru pendant des années que c'était en augmentant la dépense publique que nous allions créer plus d'emplois pour les Français. Eh bien, si c'était le cas, avec le niveau de dépenses publiques que nous avons, nous serions au plein emploi en France. C'est notre méthode que nous voulons employer avec le Premier ministre, avec le Président de la République. Nous voulons transformer l'économie française en profondeur. Nous voulons transformer le système de formation, c'est Jean-Michel Blanquer qui s'y emploie, pour développer la formation professionnelle, pour développer l'apprentissage, qui sont les vraies réponses au chômage des jeunes. Nous voulons transformer le Code du travail, Muriel Pénicaud vient d'en parler, le transformer rapidement pour donner plus de liberté aux entrepreneurs pour embaucher. Nous voulons alléger la pression fiscale sur les entreprises. Et le Premier ministre l'a dit dans sa déclaration de politique générale, nous ramènerons l'impôt sur les sociétés à 25% d'ici 2022 pour rejoindre la moyenne des pays européens. Et nous voulons enfin porter une économie de la modernité, de l'innovation. J'ai annoncé que nous allions céder des participations de l'État dans un certain nombre d'entreprises publiques à partir du mois de septembre. Des participations qui ne sont pas stratégiques, qui permettront d'alimenter un fonds de 10 milliards d'euros qui aura vocation à financer l'innovation, notamment l'innovation de rupture, pour que notre économie française soit demain l'une des économies les plus modernes, les plus compétitives, les plus ouvertes aux révolutions technologiques actuelles d'Europe et du monde. L'emploi est à portée de main, parce que nous avons les atouts, les talents pour le faire. Il faut transformer l'économie française, nous allons le faire. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Jean-François Rapin pour le groupe Les Républicains. Pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, le sujet du canal Seine-Nord-Europe que je vais évoquer a souvent été repris dans cette Assemblée. Mais c'est la première fois et pour cause que nous le soulevons en ces circonstances devant le nouveau gouvernement. Et c'est un petit gars du Pas-de-Calais qui va le faire, comme ce peut être un grand gars de la Somme ou une grande dame de l'Île-de-France, voire un sénateur ou une sénatrice du Nord ou de l'Oise. C'est donc fédérateur, unanimement reconnu et soutenu de tout temps d'ailleurs. Tout simplement parce que ce sera un levier économique formidable dont vous savez qu'il sera créateur d'emplois à la construction et à l'exploitation sur tout son long, avec des plateformes logistiques pour une infrastructure compétitive qui reliera près de 20 000 kilomètres de canaux à nos grands ports fluviaux, à nos grands ports maritimes, et vous connaissez ma passion pour le maritime. Sa mise en service est prévue en 2024. Il en résulte que la société de projet qui a été mise en place nécessite à ce jour, pour continuer ses engagements, un soutien de 1,1 milliard d'euros et une garantie de l'État pour boucler son plan de financement. Oui, 1,1 milliard d'euros, 5 à 10 fois moins d'aides financières que les futurs LGV pour une ligne à petite vitesse si vertueuse. Alors, Madame la Ministre, l'Europe nous regarde pour savoir si la France va confirmer son engagement et lui permettre de débloquer les fonds dévolus à l'un des projets français qu'elle a décidé de soutenir. L'Europe nous regarde pour savoir si la France va engager ce formidable et juste rééquilibrage territorial envers la région des Hauts-de-France, car comme se plaisait à le dire l'un de vos ministres sur les bancs de l'Assemblée régionale, il n'y a pas eu dans cette région depuis Pierre Mauroy de grandes infrastructures permettant de renforcer l'ossature et la colonne vertébrale de l'aménagement du territoire dans cette région. Donc, Madame la Ministre, dans le contexte financier actuel, pouvez-vous nous confirmer l'engagement impératif de l'État sur ce projet et son calendrier? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre chargée des Transports, Madame Elisabeth Borne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Rapin, le canal Seine-Nord est un projet attendu autour duquel se sont structurées les réflexions sur le développement du territoire depuis une décennie. Votre engagement, Monsieur le sénateur, et celui des élus des Hauts-de-France, et j'en parlais tout à l'heure avec Xavier Bertrand, en témoignent. Comme pour d'autres grands projets, il y a eu des promesses faites, des engagements pris sans vision d'ensemble. En l'espèce, un protocole financier entre les collectivités locales et l'État, incluant des subventions européennes. Vous le savez, l'addition des engagements pris ne passe pas dans la trajectoire actuelle
de la dépense publique de l'État. L'impasse sur les 5 années à venir est aujourd'hui de 10 milliards d'euros. Samedi, le président de la République a annoncé une pause en attendant une loi de programmation quinquennale équilibrée en ressources et en dépenses, prenant en compte la priorité à l'entretien et à la maintenance des réseaux existants. C'est une démarche responsable qui fait écho à la sagesse du Sénat. Votre commission des finances l'a appelée de ses vœux dans son rapport de septembre 2016, Infrastructures de transport, sélectionnées rigoureusement, financées durablement. C'est un impératif que je partage pleinement. C'est un impératif que partage également la commission de l'aménagement du territoire, si j'en crois son rapport adopté en mai dernier. C'est une démarche collective dans laquelle nous nous engageons avec les assises de la mobilité qui seront lancées en septembre. Elle sonne le retour d'un État stratège, un État à l'écoute des territoires et des élus pour identifier les besoins de mobilité, un État responsable qui ne promet pas ce qu'il ne sait pas financer. Les citoyens, les collectivités, le Parlement seront pleinement associés à cette démarche. Le Sénat, qui représente les collectivités, y aura naturellement toute sa place. Bien, merci Madame la Ministre. Les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu le 11 juillet à 16h45. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. 2 minutes pour vos agendas et pour les joies nocturnes. Nous examinerons le projet de loi ordinaire et le projet de loi organique. Voilà pour cette première séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Tam Tranui qui a suivi les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, on a vu beaucoup de questions autour des collectivités territoriales. Autour des collectivités territoriales et autour des questions budgétaires, avec notamment la question d'Eliane Assassi, la présidente du groupe communiste, qui a estimé que les gouvernements, ce gouvernement-ci et ceux qui ont précédé, avaient une véritable addiction à l'austérité, une allusion à l'expression qui a été utilisée par Édouard Philippe cette semaine, pour qui il y a aujourd'hui en France une addiction à la dépense publique. La présidente du groupe communiste qui a également raillé le gouvernement. Vous avez semblé découvrir la lune avec le rapport de la Cour des comptes. La ficelle est un peu grosse pour justifier la réduction des dépenses publiques. Réponse d'Édouard Philippe. Il a insisté sur les mots « Non, nous ne voulons pas de baisse des dépenses publiques. Notre objectif est bien de les maîtriser simplement. Et d'ailleurs, elles resteront stables en 2018. » Mais voilà que 5 minutes plus tard, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, répondant au rapporteur général du budget, Albéric de Montgolfier, a lui dû mal écouter le chef du gouvernement 5 minutes plus tôt, puisqu'il a bien dit, lui, qu'il y aurait un objectif limité, puis diminuer la dépense publique. Donc une forme de contradiction entre les membres du gouvernement. Un moment d'ailleurs intéressant, car on a d'ailleurs eu le sentiment que le ministre s'adressait à une personne qu'il connaissait bien, le ministre issu des rangs de la droite, et lorsqu'il a dit que le gouvernement allait écouter la majorité sénatoriale qui avait dénoncé l'insincérité du budget il y a quelques mois. Autre temps fort, l'échange entre Jacques-Bernard Magner et Jean-Michel Blanquer autour de la question des rythmes scolaires. Le sénateur socialiste qui s'est appuyé sur le rapport du Sénat pour dire que la réforme des rythmes scolaires, finalement, si on faisait le bilan, était une bonne réforme. Jean-Michel Blanquer a bien dit qu'il ne revenait pas complètement sur la réforme, mais qu'il laissait la liberté au territoire de s'adapter. Cela sous l'ovation des bancs de la droite. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. On va d'ailleurs retrouver Mickaël Zamès, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Mickaël, on voit les ministres qui peu à peu quittent l'hémicycle. Peut-être une réaction avec vous. On a entendu Tam Tranui, il y a eu beaucoup de questions, d'interpellations des sénateurs autour de l'autonomie fiscale, notamment des collectivités territoriales, avec cette conférence territoriale qui a été annoncée, ça a été confirmé encore aujourd'hui. Elle se tiendra bien le 17 juillet prochain au Sénat.
Oui, absolument. On parle beaucoup des collectivités locales. On parle également énormément de questions économiques, bien évidemment, au Sénat, et des questions qui touchent les collectivités locales. Tout à l'heure, peut-être dans un instant, on va voir la sortie des différents ministres, des différents sénateurs. Vous voyez ici le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, que nous avons interrogé tout à l'heure sur le rôle du Parlement, sur le rôle du Sénat et de l'Assemblée dans ces questions d'actualité. Et vous avez raison de mettre le point sur cette question des collectivités locales, car le 17 juillet, ici, au Sénat, on va parler de cette grande conférence territoriale. Il sera question également des compétences des territoires. Nous parlerons peut-être dans un instant avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui va revenir également sur le vote en commission au Sénat de la loi sur la moralisation, la loi de confiance pour réhabiliter la confiance dans la politique et dans la vie démocratique, alors que le président du Sénat, Gérard Larcher, passe à l'instant juste devant nous à la fin de ces questions d'actualité. Delphine, je vous propose de revenir peut-être dans quelques secondes, dès que nous voyons la ministre de la Justice qui devrait s'approcher de nous d'ici quelques secondes. Eh bien, je réinterviens dès que possible, Delphine, pour vous faire vivre en direct la fin de ces questions d'actualité. Merci beaucoup, Mickaël. Et puis, c'était tout à l'heure, vous avez pu interroger le Premier ministre Édouard Philippe sur la façon dont il abordait les liens entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On l'écoute. J'ai dit qu'il appartiendrait aux collectivités territoriales, sur la base du volontariat, de voir dans quelle mesure elles pouvaient s'organiser pour qu'en dessous du niveau régional, on tende, partout où c'est possible, partout où les collectivités le souhaitent, à 2 niveaux et 2 niveaux. Ça ne veut pas dire choisir pour elles, ça veut dire leur laisser le choix de s'organiser. C'est très différent. Et dans cet appel à la liberté, je peux concevoir qu'il y ait quelque chose qui vous surprenne, mais ça ne devrait pas vous surprendre. 2 invités m'ont rejoint sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir François Patria. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Côte-Nord, président du groupe La République En Marche ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Merci. Face à vous, Philippe Dallier. Bonjour, sénateur des Républicains de Seine-Saint-Denis. On vient de réécouter Édouard Philippe. C'était il y a quelques instants dans l'hémicycle. Il a rappelé cette liberté qu'il allait laisser aux collectivités territoriales avec justement cette ligne directrice. Philippe Dallier, ça vous a rassuré justement sur cette méthode que souhaite mettre en place l'exécutif vis-à-vis des collectivités? Tout à fait. Ce dont les élus ne veulent plus, c'est d'un nouveau Big Bang territorial qui aurait été imposé d'en haut, sans concertation. Et donc, laisser la liberté aux collectivités territoriales de s'organiser, ça me semble une très bonne chose. Et d'ailleurs, c'est ce que nous étions nombreux à dire au Sénat depuis très longtemps. On n'est pas obligé d'appliquer le même modèle partout en partant de Paris. Les territoires sont différents et en fonction de la nature de ce territoire, on peut l'organiser différemment. Et donc, cette liberté qui va être donnée aux élus est une très bonne chose. Oui. François Patria, comment on peut à la fois laisser cette liberté aux collectivités territoriales, mais aussi maintenir ces promesses de campagne, notamment celles qui concernent la suppression pour 80% des ménages français de la taxe d'habitation. On a entendu à ce sujet l'interpellation du sénateur Bernard Delcros. Il y a 2 questions dans votre question. La première, c'est à laquelle Philippe Dallier a répondu, c'est la liberté. Moi, ce que je souhaite, c'est que le Premier ministre, à la fois sur le problème de la fiscalité, comme sur le problème des communes et de leur liberté, s'exprime avec beaucoup de lucidité, beaucoup de courage et beaucoup d'ouverture. Et qu'il le fait dans un esprit auquel je souscris, ce qui me met bien dans l'esprit de La République En Marche. Et donc je souhaite que les libertés qui soient offertes aux collectivités, elles les utilisent. Et qu'on ne reste pas, comme par le passé, sur des statu quo établis en fonction du niveau de collectivité. Si la loi nôtre n'est pas une bonne loi, et je vous rejoins, si la loi n'est pas une bonne loi et qu'elle est arrivée à ce melting pot que nous n'aimons pas aujourd'hui, eh bien, c'est parce que chaque niveau de collectivité n'a jamais voulu bouger. Ni les départements, ni les régions, ni les communes. Chacun avait son projet, chacun avait son modèle et personne n'en a bougé. Je souhaite que maintenant, avec cette liberté, il y ait de la part des collectivités un regard à la fois plus ouvert, plus lucide, de façon à ce qu'on puisse évoluer. Alors sur la taxe d'habitation, le Premier ministre a répondu hier. Il a dit qu'à l'automne, il y aurait un calendrier des réformes fiscales, qu'il n'y aurait pas de prélèvement supplémentaire, qu'il y aurait un calendrier de ce que le gouvernement pourrait, en fonction de la situation financière du pays, alléger, retirer, et que ce calendrier serait soutenu aux 2 assemblées. Je pense que ce choix-là est un bon choix. Il augure déjà pour 2018 un certain nombre d'ouvertures et d'avancées. Espérons, je souhaite, je pense d'ailleurs que le gouvernement
tiendra ses engagements. Alors avant de vous donner la parole, Philippe Dallier, puisqu'on imagine que vous avez aussi des choses à dire sur cette question de la taxe d'habitation, on retourne à la salle des conférences puisque la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, est au micro de Michael Zamès. Je rappelle que le projet de loi pour rétablir la confiance dans l'action publique commence son examen en séance au Sénat dès lundi. Absolument. Une question d'actualité aussi pour commencer. À l'Assemblée nationale, on va voter l'état d'urgence. Ça a déjà été la prolongation. Ça a déjà été le cas au Sénat, bien évidemment. L'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, dit ce matin « l'état d'urgence ne sert à rien ». Je voulais savoir ce que vous pensiez des propos de votre prédécesseur. Je n'ai pas pour habitude de juger les propos de mon prédécesseur, il est libre de son expression. Ce que je peux dire ici, c'est que l'état d'urgence correspond à une situation absolument exceptionnelle. C'est pour cela qu'il a été créé. Et donc, il faut absolument que nous puissions trouver un autre système de fonctionnement juridique qui corresponde à l'état de droit et qui ne soit pas l'état d'urgence, qui ne peut pas être un état permanent. Donc, il était nécessaire que cet état d'urgence soit revoté pour une période assez courte pour que nous puissions mettre en place l'ensemble des dispositifs nécessaires pour une autre forme de prise en compte des risques dans lesquels nous nous situons, mais qui soit plus conforme à l'ensemble des règles de l'état de droit. Vous dites qu'il sert à quelque chose, il ne sert pas à rien. En soi, l'état d'urgence ne sert pas à rien. Mais il doit être apprécié circonstanciellement. Et aujourd'hui, les circonstances ne le justifient pas. Madame la ministre, donc le projet de loi de confiance adopté en commission au Sénat, lundi dans l'hémicycle, comment se sont passées les discussions avec les sénateurs? Est-ce qu'ils ont été réticents ou est-ce qu'au contraire, ils sont allés plutôt de bonne alloi? Non, je crois que les sénateurs peuvent entendre la logique qui préside à ce projet de loi pour le rétablissement de la confiance dans l'action publique. Ensuite, ils ont des appréciations diverses selon les dispositions qui sont mises en œuvre. Et c'est bien de cela dont nous allons discuter maintenant. Par exemple, si on prend juste un exemple sur la réserve parlementaire, vous avez senti de grandes réticences ou est-ce qu'au contraire tout le monde est à peu près d'accord? Non. C'est le grand débat. Oui. Non, j'ai senti des réticences. Peut-être pas des résistances, mais des réticences. C'est-à-dire qu'on me fait valoir que cet argent-là sert à des dépenses d'intérêt public. Donc il nous faut trouver un système qui forcément consistera à supprimer, puisque c'est ce que nous souhaitons faire. Mais en même temps à trouver une solution pour que les projets qui sont soutenus puissent continuer à l'être par d'autres dispositifs. Donc vous avez bon espoir à ce que ce texte soit voté tel que vous l'espérez dans la semaine prochaine au Sénat? En tout cas, je le souhaite vivement. Je serai évidemment très attentive à ce que diront les sénateurs. Merci, nous vous suivrons bien évidemment dans l'hémicycle à partir de la semaine prochaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. À tout à l'heure, Delphine. Merci Mickaël pour cette réaction en direct. Philippe Dallier, est-ce que vous pensez que la suppression de cette taxe d'habitation, je le rappelais, pour 80% des ménages français, ça va remettre en cause l'autonomie fiscale des collectivités? Est-ce que vous pensez que vous aurez les moyens justement de pallier cette baisse? Autant je me réjouis de la proposition faite par le gouvernement de laisser aux collectivités territoriales leur choix en termes d'organisation, autant je m'inquiète effectivement de la disparition de cette ressource qui est aujourd'hui, avec la taxe foncière, la seule ressource dont disposent les communes sur lesquelles elles ont un pouvoir de taux. Donc on verra bien par quoi elle est remplacée. Même si elle est nous ne le injuste savons territorialement, c'est ce qu'a rappelé Gérald Darmanin justement. Pardon ? Elle est injuste territorialement, cette taxe. Non mais elle n'est pas injuste que territorialement et c'est là où le gouvernement n'est pas cohérent. Tout le monde est d'accord pour dire que le système est complètement obsolète et inéquitable. Tout le monde était d'accord pour se lancer dans la fameuse réforme des valeurs locatives que personne n'avait eu l'audace de faire. Nous pensions que nous allions au terme de cette réforme. On n'en parle plus. Et on dit 80% des Français vont être exonérés, les 20% restants eux, vont continuer à être imposés sur la base d'un système injuste et inéquitable. À quoi ça ressemble? Il ne faut pas non plus oublier que la taxe foncière, elle est assise aussi sur les valeurs locatives. Donc il faut réformer globalement le système. Et je n'ai entendu ni le Premier ministre ni le Président dire que nous allions le faire. Alors j'espère que nous allons le faire. Mais effectivement, la question posée, c'est celle de l'autonomie financière, notamment des communes. Et il y aura peut-être là un problème constitutionnel. Parce qu'on ne peut pas comme ça supprimer cette recette et puis la remplacer par quoi? Par une dotation de l'État dont on le sait bien, parce que dans le passé, ça s'est toujours produit ainsi. Elle finira par servir de variable d'ajustement à tout le reste. Et puis, je suis très opposé au fait de couper tout lien entre les impôts que payent les citoyens et leurs communes. Parce que c'est très important. Ça responsabilise les élus qui repassent devant les électeurs tous les 6 ans. Et puis, ça permet aussi de faire comprendre aux électeurs qu'on ne peut pas tout demander parce qu'il y a un budget et que si la conséquence c'est d'augmenter la taxe d'habitation et la taxe foncière, peut-être que les gens ne sont pas tout à fait d'accord. Donc, il y a beaucoup de raisons qui me font dire que nous sommes très
sceptique et inquiet vis-à-vis de cette réforme. Alors peut-être votre réponse, François Patriat. Est-ce que vous pouvez rassurer Philippe Dallier? Est-ce que les communes vont s'y retrouver malgré la suppression de cette taxe? Qu'est-ce qui se passe aussi pour les 20% des ménages restants qui vont continuer à payer cette taxe qui a été bien considérée comme injuste, ça a été rappelé mais non seulement elle est injuste, mais tout à l'heure une sénatrice dans l'hémicycle me disait que sa taxe d'habitation dans le 16e arrondissement de Paris, à surface égale, elle est inférieure à la Seine-Saint-Denis. Oui, mais bien sûr. Vous imaginez? C'est une question de taux, ça. Vous imaginez. Oui. Donc, ce système est totalement inéquitable et injuste. De surcroît, j'entends bien, j'ai participé avec Philippe Dallier à la Commission des Finances, à la tentative, avec François Marc, de réforme des bases. Ça fait 20 ans qu'on tente de le faire, nous n'y arrivons pas. Elle est dans les tuyaux. C'est quoi, c'est un manque de volonté politique, François Patriat? Non, parce que c'est insoluble aujourd'hui. Et qu'on ne pourra pas attendre une éventuelle réforme des bases, alors que les Français attendent aujourd'hui des mesures de pouvoir d'achat. En second lieu, moi j'entends bien les maires, j'ai été maire de commune aussi, président de région. J'entends bien tous les jours les élus ici, qui sont maires, demander des efforts à l'État, demander des économies nationales, de demander de réduire la dette, le budget, et dans le même temps, on ne touche pas à nous. On ne touche pas à nos communes. Surtout, ne baissez pas nos dotations. Nous sommes en contact avec les citoyens, nous assumons toutes les tâches, on ne touche pas à nous. Alors, il faudrait que ce soit toujours les autres qui fassent des économies. Dans le gouvernement s'est engagé avec beaucoup de détermination à dire ce que nous supprimerons, nous le compenserons intégralement. Et moi, j'ai le sentiment de connaître un peu le chef de l'État. Ouais. Comment? Et que je peux dire que ce qu'elle dit, il le dit. Laissez François Patriat dire que les collectivités locales n'ont pas fait l'effort. Nos dotations ont baissé de 11 milliards depuis 2014. Quand on regarde en proportion la baisse du 50 déficit... milliards l'État. L'État, 50 milliards. Mais non. L'État, 50 milliards. François Patriat, non. 50 milliards l'État. Non, le déficit du budget de l'État n'a pas été réduit de 50 milliards. Excusez-moi, c'est absolument faux depuis 2014. Hier, il faut qu'elles continuent, les collectivités, à participer à cet effort de redressement des finances publiques. J'aimerais que le président de la République nous explique ce qu'il a dit pendant sa campagne électorale. Il a dit plus de baisse des dotations de l'État. Oui ou non, il l'a dit. Oui. De l'autre côté, il a dit je souhaite que les collectivités fassent 10 milliards d'économies. Alors, je n'ai pas compris comment ça pouvait fonctionner. Mais si, il l'a dit. Il l'a dit. Avec des mesures de simplification et d'exonération par ailleurs, il l'a dit. Écoutez, si avec ça, on trouve 10 milliards... La première mesure, c'est le rythme scolaire aujourd'hui. Quand on laisse la liberté... On ne trouvera pas 10 milliards avec ça, François Patriat. Avant de revenir sur cette question qui est importante aussi pour les collectivités territoriales, des rythmes scolaires, on retrouve de nouveau Michael Zamès. Il est aux côtés de Corinne Imbert pour une réaction aussi à ce projet de loi, je le disais, qui arrive en séance sur la moralisation de la vie publique. Oui, Madame Imbert, parce qu'on en parlait à l'instant avec la ministre de la Justice. Elle nous disait qu'elle n'avait pas eu de réticence, mais quelques résistances de la part du Sénat concernant ce projet de loi qui arrive lundi dans l'hémicycle. Je crois qu'il n'y a pas de résistance. D'abord, les amendements ont été étudiés par la commission des lois hier et il y a au contraire une bonne volonté. La commission a même été plus loin que le gouvernement, notamment sur la peine automatique d'inéligibilité en cas de suspicion de probité. Donc je crois vraiment qu'il y a une bonne volonté au contraire, parce que les parlementaires souffrent aussi de l'image que l'opinion publique a d'eux. Donc je crois que les choses vont être travaillées dans le bon sens en tout cas. Vous avez aussi fait une proposition vous-même. Vous voulez la suppression de ce qu'on appelle la réserve ministérielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est la réserve ministérielle? La réserve ministérielle, c'est une enveloppe financière à la discrétion du ministre pour financer un certain nombre de projets. On parle beaucoup de la réserve ministérielle de l'intérieur, mais il existe d'autres réserves ministérielles. Et pas dans l'esprit œil pour œil, dent pour dent, dans l'esprit où le gouvernement demande la suppression de la réserve parlementaire, en rappelant quand même que les parlementaires n'ont pas de chéquier et que les dossiers d'investissement qu'ils soutiennent, dossiers d'investissement des collectivités territoriales qu'ils soutiennent, ils sont accordés par le ministère de l'Intérieur lui-même. C'était seulement par souci d'équité. Et que si on veut de la transparence sur la réserve parlementaire, il faut aussi de la transparence sur la réserve ministérielle. La réserve ministérielle, on a une idée de la somme à laquelle elle correspond? Écoutez, le président Larcher évoquait 26 millions d'euros l'autre jour. Beloubet vous répond 5 millions. Donc 5 millions, voilà. Donc les chiffres, je ne les donnerai pas. En tout cas, c'est de l'argent public. Qu'à partir du moment où on veut la transparence, il faut que la transparence, elle soit à tous les niveaux. Transparence totale, vous trouvez que le gouvernement en manque alors qu'il propose ce projet de loi? Non, il n'en manque pas, mais encore une fois, d'ailleurs, sur le titre du texte, moralisation, on est passé maintenant à restaurer la confiance dans l'action publique. Je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'immoralité dans l'action publique. Je trouve en tant que parlementaire, ça me gêne un petit peu, de la même façon que ça m'a gêné que le président de la République parle d'une part de cynique en chacun des parlementaires. Cynisme, immoralité, je trouve que, en tout cas, j'ai pas fait de la politique pour ça. Et je suis parlementaire depuis 2 ans et demi.
Et au contraire, je le fais avec beaucoup de moralité. En tout cas, c'est le fondement de mon action. Cet amendement, on le verra dans l'hémicycle, il sera discuté à partir de la semaine prochaine? Il a été rejeté en commission des lois parce qu'il y avait autre chose de proposé. Voilà, c'est aussi pour mettre le débat sur la table. Merci beaucoup, merci d'avoir témoigné à notre micro. À tout à l'heure, Delphine. Peut-être s'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner à notre micro. Merci beaucoup, Mickaël, pour toutes ces réactions. On continue le débat justement sur cette question des collectivités territoriales. On écoute Gérald Darmanin, puisqu'il s'est exprimé, il fait confiance aux sénateurs lors de la conférence territoriale pour se mettre d'accord sur un calendrier. Et oui, il y aura autonomie de la part des collectivités. Même si on a vu que dans d'autres pays, il pouvait y avoir décentralisation sans autonomie fiscale, c'est le cas de l'Allemagne, nous n'allons pas vers ce chemin-là, il y aura autonomie des collectivités. Et troisièmement, oui, il y aura dynamique, parce qu'il ne faut pas non plus empêcher les communes de pouvoir construire des logements, proposer du logement social, comme on a pu empêcher parfois avec la taxe professionnelle pour les entreprises. Donc il y aura bien des recettes, François Patria, compensatoires justement pour permettre aux communes de continuer justement à financer ce qu'elles finançaient avec cette taxe d'habitation. Essayons d'être clairs. Le gouvernement dit, je vais supprimer la taxe d'habitation et je vais compenser au jour J la somme. Non, 2016, sur la base 2016, a dit le président de la République. On verra avec le calendrier à la conférence des territoires. Ouais. Mais moi, c'est l'engagement que je connais. Et dans le même temps, les communes garderont leur autonomie fiscale et leur liberté fiscale. Elles pourront, si elles le souhaitent, mais ce sera leur responsabilité auprès des mandants de monter, si elles veulent monter les taxes, elles les monteront. Donc elles garderont la liberté de le faire. Elles pourront avoir ce levier. Ça reste des mesures impopulaires, du coup, c'est sur les communes que ça nous ne sommes que dans la dépense. Je connais Philippe Dallier, je pense qu'il est responsable. Je pense qu'il est responsable comme nous, comme l'a dit le Premier ministre, comme l'a dit Bruno Le Maire, que nous ne pouvons pas continuer. Au gouvernement, les bonnes nouvelles pour les ménages et ne peut pas continuer d'accroître tous les ans la dette de ce pays, d'accroître la dette de façon dramatique, sans dans le même temps nous ressaisir aujourd'hui, parce que cette dette-là, bon, pour les élus d'aujourd'hui, c'est très bien, mais pour nos enfants et nos petits-enfants, les générations futures, c'est un fardeau insupportable. Donc, si on veut effectivement réduire la dette et le déficit, il faut que chacun, de son côté, y mettre un petit peu du sien. Philippe Dallier, il y aura cette conférence des territoires le 17 juillet prochain. On voit que le gouvernement compte sur les sénateurs pour se mettre d'accord sur un calendrier en ce qui concerne cette fiscalité locale. Avant de se mettre d'accord sur un calendrier, il faut se mettre d'accord sur le contenu. Voilà, moi j'ai entendu Emmanuel Macron, candidat pendant la présidentielle, dire que suppression en 2018 est compensée pour les communes sur la base de 2016. Déjà, il manque une année entre les deux. C'est tout, j'ai entendu cela. Et je ne sais rien de plus parce que ni Gérald Darmanin ni François Patria ne sont capables de nous donner du détail. Voilà, donc moi j'attends. On ne peut pas, je le redis, les collectivités locales ont déjà fait un effort très important avec 11 milliards par an. Et si on cumule, ça faisait 28 milliards depuis 2014. C'est considérable. L'investissement public des collectivités locales a chuté de 20%. Voilà, c'est un constat. Donc il y a un moment où les élus locaux disent nous voulons bien, effectivement, participer au redressement des comptes publics, mais il ne faut pas d'un côté nous baisser les dotations, nous enlever les impôts locaux, et après nous demander quoi? De continuer à investir pour soutenir les entreprises? Il y a un moment où on ne saura pas faire. Voilà. Maintenant, pour rejoindre François Patria, depuis que je suis entré à la Commission des Finances au Sénat en 2004, je tire la sonnette d'alarme sur la dette publique. À l'époque, je pense qu'on avait franchi les 1000 milliards, on est à 2200 milliards. Donc là-dessus, je le rejoins. Mais après, il faut savoir effectivement ce que l'on veut, et faire attention également à ne pas projeter sur les collectivités locales des difficultés dont elles ne sortiraient pas. L'État est en grande difficulté, les collectivités locales commencent à être en difficulté. Attention aux mesures que nous prenons. Alors, avant de vous donner la parole, François Patria, écoutez aussi cette réaction de Bernard Delcros, un sénateur de l'Union centriste, qui a interpellé le ministre des Comptes publics sur cette question, à nouveau, de l'autonomie fiscale des communes. On l'écoute. Et Bernard Delcros, question que vous avez posée sur la taxe d'habitation. On vous a répondu en quelque sorte, on verra ça le 17 juillet lors de la conférence territoriale qui aura lieu ici au Sénat. Réponse satisfaisante à vos yeux? Alors, peu importe qu'on ait la réponse aujourd'hui ou le 17 juillet ou le 20 juillet, ce qui compte, c'est que les élus locaux ont besoin de visibilité. Le Premier ministre, d'ailleurs, l'a rappelé hier dans son intervention. Et donc, il faut absolument que, assez rapidement, dans les semaines qui viennent, les élus locaux peuvent avoir de la visibilité pour les 5 prochaines années. Voilà, le sujet n'est pas la taxe d'habitation en elle-même. Moi, je suis favorable à la suppression de la taxe d'habitation pour, on a dit, 80% des ménages. Cela allégera les charges qui pèsent sur les familles et notamment sur les plus modestes. La question est comment le gouvernement entend-il compenser cette taxe d'habitation pour les collectivités locales, les communes et les intercommunalités, qui sont les deux seuls niveaux de collectivité à être concernés par l'impôt de la taxe d'habitation.
Le président vous a répondu en quelque sorte, même le Premier ministre, ils vous ont dit l'État prendra en charge. Oui, mais on a déjà connu ça. Je l'ai rappelé d'ailleurs. Les élus sont inquiets. Pourquoi ils sont inquiets? Ils sont inquiets parce qu'ils n'ont pas oublié les nombreuses exonérations décidées par de nombreux gouvernements, toutes tendances confondues. Toutes ces exonérations se sont chaque fois, sans aucune exception, traduites par une perte de recettes pour les collectivités. C'est-à-dire que la compensation, elle est vraie à l'euro près au moment où la décision est prise, mais elle n'est pas indexée. Donc on a besoin, nous, d'avoir une compensation qui soit indexée, qui soit évolutive. On a besoin de garder une recette dynamique pour ces collectivités-là, parce qu'elles en ont besoin pour exercer leurs compétences, pour faire du logement, pour faire de la rénovation urbaine, pour faire du développement rural, pour améliorer le cadre de vie. Est-ce que vous craignez que cette promesse de campagne ne soit pas tenue? Moi, je fais plutôt confiance au gouvernement. Simplement, il faut qu'on soit vraiment vigilant, parce qu'encore une fois, on a déjà expérimenté ce type d'exonération. Donc, on sera très vigilant, mais je fais confiance au gouvernement. Simplement, il faut qu'on ait vraiment un dispositif qui garantisse la dynamique de cette recette de manière durable. Merci beaucoup, Père Delcros, de nous avoir parlé de cette taxe d'habitation et de cette conférence territoriale qui aura lieu ici au Sénat le 17 juillet. Merci. Merci. François Patriat, les élus, on l'a entendu, ont besoin de visibilité dans leurs finances. Comment vous pouvez leur assurer cette visibilité? Écoutez, avec Philippe Dallier, nous avons soutenu 2 gouvernements différents qui ont pris ce type d'engagement par le passé. La réforme de l'ATP sous Nicolas Sarkozy, la réduction des dépenses courageuses sous François Hollande. Les 2 étaient courageuses d'ailleurs par ailleurs. Et je pense que ce procès d'intention aujourd'hui, tout le monde ne le fait pas. Et Bernard Delcros ne le fait pas. Qu'est-ce que dit Bernard Delcros? Il dit « je suis favorable à la suppression de la taxe d'habitation ». Il le dit. En second lieu, il dit en plus « je fais confiance au gouvernement ». Il dit simplement « parce que là, ce que je veux, ce sont des garanties. Je veux le modus operandi. Comment ça va se passer? Dans quel calendrier et avec quels moyens de compensation ?» Les réponses le seront apportées. Moi, j'ai décidé de faire confiance au gouvernement et de faire en sorte de m'engager à ce que ce pays se refonde, se recompose sur des bases saines pour faire en sorte de faire quoi? De diminuer la charge de la dette, de diminuer les prélèvements obligatoires, de favoriser l'emploi et de permettre aujourd'hui à l'économie de repartir. Si les critères qui sont retenus pour cela, je les soutiendrai sans réserve. J'ai soulevé un autre point. D'abord, on ne parle pas de supprimer la taxe d'habitation. On parle d'en exonérer 80% des Français. Ce qui veut dire quelque chose de très simple. À Neuilly-sur-Seine, tout le monde continuera à payer la taxe d'habitation. Et la ville de Neuilly-sur-Seine continuera à pouvoir augmenter ses taux, augmenter ses recettes. En Seine-Saint-Denis, la quasi-totalité des habitants seront exonérés de la taxe d'habitation. Et les communes de Seine-Saint-Denis, donc, verront disparaître cette ressource et cette dynamique. Déjà, je dis qu'il y a un vrai problème d'équité. Parce que sur tout le territoire de la République, eh bien, les communes devraient être traitées de la même manière. Alors, si vous voulez supprimer la taxe d'habitation, mais supprimez-la complètement, pour tout le monde, et remplacez-la par autre chose et par une recette qui soit malgré tout liée à la population qui se trouve dans la commune. Parce qu'on ne peut pas demander de nous construire, on peut pas nous demander de construire du logement. Ça, la suppression pour on ne peut pas nous demander de construire du logement et ne pas avoir un lien direct entre nos recettes et les habitants. Le chef de l'État a quand même un grand mérite, c'est d'avoir fait des propositions et qu'il n'en change pas aujourd'hui. Première chose. Il n'a à aucun moment modifié son programme, ce qui n'est pas le cas d'autres candidats qui depuis n'ont pas été élus. Pourtant, on nous annonce que toutes les promesses de campagne, notamment sur la baisse des impôts, ne pourront pas se faire. J'entends bien. Il y a un petit décalage. J'entends bien. Les recettes qui ont été faites sous les gouvernements que soutenait M. Dallier et que je soutenais par ailleurs n'ont pas totalement réussi puisque la dette continue à grossir. Et je regrette que M. Dallier aujourd'hui, parce que ce n'est pas une proposition émanant des Républicains, la condamne a priori en disant elle est suspecte, c'est pas une bonne mesure, elle est inéquitable, elle est injuste. J'ai argumenté quand même, je n'ai pas... Vous êtes encore dans le vieux monde. Il me semble que mes arguments sont tout à fait... C'est une position politicienne. C'est des arguments politiciens d'opposition. Ce qui est quand même assez extraordinaire avec En Marche aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'à partir du moment où on émet la moindre critique, on vous renvoie au vieux monde, etc. Je vous ai avancé les arguments. L'argument qui compare la Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine et à la différence de niveau de ressources des habitants, si vous ne l'entendez pas, mon cher collègue Patriat, je le regrette, nous sommes ici au Sénat, nous devons avoir la préoccupation de toutes les collectivités territoriales, regarder l'intérêt du pays et regarder la situation des Français dans leur ensemble. Voilà, je pense que la proposition que vous faites, d'abord constitutionnellement, on verra si elle tient la route, mais je pense qu'elle n'est pas juste. Encore une fois, si vous voulez supprimer... Les Français ont voté
voter alors il n'y a pour. plus rien à discuter, Voilà, donc les on se Français ont demande voté bien pour. pourquoi le Parlement existe encore. À ce moment-là, ça sera le mot de la fin. On aura l'occasion de vous réinviter, messieurs. Oui, mais c'est le Parlement qui va voter la loi. Ce débat sensible. On le votera ensemble. Merci François Patria. Je souhaite qu'un jour on la vote ensemble. Merci à vous, Voilà. Philippe. C'est pas impossible. Dallier. Si elle est bonne. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire à 22h avec Sonia Mabrouk. Très bonne soirée à tous. Merci.